Bonjour et bienvenue dans ma lecture du Rivage des Syrtes de Julien Gracq, lecture que depuis quelques semaines j'entreprends chapitre après chapitre dans cet endroit loin de tout qu'est ce Rivage des Syrtes où le narrateur de cette histoire se trouve à l'amirauté dans un lieu censé défendre son pays contre un ennemi contre lequel on est en guerre depuis très longtemps, mais une guerre larvée, une guerre froide. Eh bien, petit à petit, des menaces semblent arriver, ou en tout cas, notre narrateur voit des choses menaçantes, une navette, des gens dans les ruines de Sagra, dans le dernier chapitre que nous avons lu, et puis on va entrer dans ce chapitre qui s'intitule « Une visite ». Il y a aussi le souvenir d'une femme, une certaine Vanessa, qu'il va revoir peut-être dans la ville non loin de cette amirauté du Rivage des Syrtes où il se trouve. Ou alors, peut-être y a-t-il d'autres visites plus menaçantes. Une visite. J'étais très contrarié et pour la première fois, la solitude à l'amirauté m'a paru pesante. Une brume lourde était descendue avec la nuit sur les lagunes. L'humidité ruisselait sur les murs nus. La lueur de ma lampe, pendant que je traversais la lande, dessinait ce même halo irréel que m'avait rappelé Marino. Je me sentais inquiet et nerveux. Et soudain, aussi rejeté qu'un enfant puni qui, du fond de sa chambre noire, se tend vers la chaleur et les lumières de la fête. J'étais frappé pour la première fois de tout ce qu'il y avait de désorientant dans l'idée que Vanessa et Marino se connussent. Marino, c'est son chef à l'amirauté, ou en tout cas c'est lui le personnage le plus important, le plus gradé dans ce lieu où l'on attend peut-être un ennemi. Comme chaque fois qu'entre loin de nous, en contact deux êtres liés à des épisodes séparés de notre vie, le sentiment d'une collusion suspecte venait subitement assombrir et voiler de secrets les lumières de cette fête lointaine. Cette rencontre avec Vanessa, fête lointaine, mais fête dont on voit d'emblée qu'elle n'est peut-être pas si lumineuse que ça. Dans ce décor théâtral que je m'imaginais à distance et que l'entrée pressentie de Vanessa venait de charger d'une brusque tension, une scène lourde de sens se jouait à travers ma rêverie, où j'avais l'impression troublante qu'il était de quelque manière décidé de moi. Et on a à nouveau ici, on l'avait déjà à plusieurs reprises dans ce qui précède, des italiques décidés de moi, comme si c'était peut-être la parole de quelqu'un d'autre, ou une parole qui reste un peu mystérieuse. Qu'est-ce qui est décidé de lui? On ne sait pas trop. Il ne sait pas trop non plus, notre narrateur. Ces pressentiments inquiets ajoutaient encore à l'ennui d'une soirée très morne. Je me promenais longtemps de long en large dans ma chambre. Dans mon esprit engourdi par ce va-et-vient mécanique, la pièce très obscure finissait par paraître inhabituelle, entretenait sans que je puisse le localiser ce malaise léger d'une chambre familière où l'on n'arrive pas à déceler quel meuble a été dérangé. Il y a un petit détail qui cloche, il y a quelque chose qui est léger, mais quand même, ça perturbe. Je m'aperçus tout à coup que les cartes de Sagra, emportées l'après-midi,
jonchant la table en désordre, à chaque passage, avait fixé machinalement mon regard. Ou plutôt, je compris que l'envie me tenaillait depuis 1 heure d'entrer dans la chambre des cartes. La fameuse chambre des cartes qui donnait son titre à l'un des chapitres précédents, qui est le lieu stratégique, le lieu où on peut déterminer à partir de ces cartes où peut-être se situe l'ennemi absent. La masse de la forteresse se dressait devant moi à travers la lande, plus impressionnante encore dans le noir presque opaque de l'illusion qu'elle me donnait, même au milieu de l'obscurité, de jeter de l'ombre, de communiquer à ce campement de sommeil la pulsation faible et presque perceptible d'un cœur de ténèbres, battant lourdement, puissamment derrière la nuit. Ce cœur des ténèbres, on pense évidemment au livre de Joseph Conrad, au cœur des ténèbres, ou le cœur des ténèbres, je crois qu'il y a plusieurs traductions possibles, et on est quelque part dans cette nuit, dans ce cœur de la nuit qu'on cherche à toucher, derrière la nuit. À la faveur de cet écran énorme, brisant les vents du large qu'on entendait siffler dans les créneaux, j'avançais au milieu d'une immobilité lourde et plombée. Cette nuit tiède et mouillée, toujours ces 2 adjectifs qui viennent un peu donner un poids ici, une lourdeur, tiède et mouillée, lourde et plombée, trop molle, ajoutait à l'air confiné de ces murailles une tristesse de prison entrebâillée. L'humidité glaçait les murs des couloirs comme les parois d'une caverne. À la lueur tournoyante de feux follets que vissait ma lampe dans ces tunnels, j'étais frappé comme jamais encore du caractère extraordinairement inhospitalier du lieu. Son silence était la signification d'une hostilité hautaine. Une approche menaçante semblait s'embusquer derrière cette ombre machinée dans ce paquet de vaisseaux noués autour d'un cœur noir. À nouveau le cœur des ténèbres. Il y a quelque chose d'extrêmement sombre dans ce lieu, sombre et inquiétant. La lumière faible de ma lanterne sur les murs de la chambre des cartes y faisait bouger de façon maintenant presque matérielle ce très léger frémissement d'éveil dont j'avais ressenti dans mes nerfs la vibration tendue dès ma première visite, comme le cri figé par l'ombre des sépultures de cavernes que libère soudain sous leur glaise de siècles le dégel d'une lampe allumée. Les panoplies des cartes luisantes se ranimaient à travers la nuit. Toujours cette nuit qu'on essaye de traverser, tout en passant par son cœur. À travers la nuit, y rajustait par place le réseau d'une fresque magique aux armes de patience et de sommeil. À la faveur de l'heure avancée et de la fatigue de la chevauchée de l'après-midi, il me semblait soudain que l'énergie même qui désertait mon esprit dissocié venait recharger ses contours indécis et, me fermant à leur signification banale, m'ouvrait doucement, en même temps, à leur envoûtement d'hiéroglyphes, dénouait une à une les résistances conjurées contre une énigmatique injonction. Je glissai peu à peu dans un sommeil peuplé de mauvais songes, et à demi conscient encore, j'entendis une horloge tout à coup sonner 10 heures dans la forteresse endormie. Le malaise où je m'étais trouvé plongé se dissipait mal. Au sortir de ce sommeil bref, il me semblait retrouver la pièce inexplicablement changée.
Dans un soudain retour de peur panique, sous mon regard bien réveillé, les murs de la salle continuaient à bouger légèrement, comme si le songe eût résisté à crouler autour de cette chambre mal défendue. À une fraîcheur aux épaules, je sentais que le vent léger où s'était engouffrée la pièce n'avait pas cessé de souffler, et je devinai soudain que les ombres dansantes oscillaient sur les murs avec la flamme même de ma lanterne, et que la porte derrière moi s'était depuis quelques secondes ouverte, sans bruit. Qui a ouvert cette porte? Je me retournai, tout d'une pièce, et sursautai en froissant de ma joue la robe d'une femme. Un rire léger et musical éclata dans le noir qui me rejetait à la mer, me roulait dans une dernière vague de songes. Je crispai les mains sur la robe et relevai les yeux vers le visage noyé dans l'ombre. Vanessa était devant moi. La voilà enfin, cette Vanessa, mais surgit de l'ombre, surgit du cœur de la nuit. On ne peut pas dire que l'amirauté soit excessivement gardée. Je dirai cela au capitaine. Ainsi, voilà pourquoi tu délaisses ta meilleure amie, ajouta-t-elle en se penchant avec curiosité sur la table. Déjà, elle s'asseyait sur le bras du fauteuil et, balançant un pied, dépliait les cartes sans se presser, comme on pousse par désœuvrement la porte d'un voisin de campagne. Je reconnaissais au premier instant ce plain-pied inimitable dans l'entrée en matière, cette façon aisée qu'elle avait de planter tout à coup ses tentes en plein vent. Mais tes invités, comment es-tu là? Prononçai-je enfin d'un ton mal assuré. J'ai hésité, peut-être, par erreur, mais il y a le ton mal assuré que, finalement, sans faire exprès, j'ai rendu en lisant cette réplique du narrateur. Ainsi abruptement dispensé de préambule, je me sentais, je ne sais pourquoi, pris la main dans le sac. À nouveau, ce pris la main dans le sac est en italique, enfin la main dans le sac est en italique, l'expression. Mais il y a cette culpabilité, mais pourquoi? Qu'a-t-il fait de mal? Mes invités se portent bien et te remercient, ils festoient à ma santé, à Maremma. Mais Vanessa, il a bien dit cela, il n'a pas tout oublié. Le rire léger éclata de nouveau, insolite soudain dans cette pièce aux échos profonds, comme un rire de théâtre derrière une rampe éteinte. Vanessa posa sa main sur mon front et me regarda d'un air fixe et sérieux. Nouveau les deux adjectifs, fixe et sérieux. Comme tu es resté enfant, ajouta-t-elle, avec une inflexion presque tendre. Tu te plais ici? Elle parcourait la pièce noire d'un regard lent. Marino dit qu'on ne peut t'arracher à l'amirauté, est-ce vrai? Elle s'établissait maintenant peu à peu, à mes yeux brouillés par la surprise, avec la fixité parfaite, la quiétude d'une flamme de bougie élevée dans une chambre calme. Dans le fouillis poussiéreux de la pièce, la carnation égale et très pâle de ses bras et de sa gorge suggérait à l'œil une matière extraordinairement précieuse, radiante, comme la robe blanche d'une femme dans la nuit d'un jardin. On voit cette image. À nouveau, la robe blanche, mais la nuit du jardin, la nuit toujours là. Il est vrai que je n'en bouge guère, et je me plais ici, c'est vrai. C'est moins gai que le jardin Selvaggi, mais en effet, ce n'est pas sans charme. Son regard, maintenant accoutumé à l'obscurité, devint soudain fixe. Il était déjà fixe, d'ailleurs, fixe et sérieux, mais là il l'est encore plus.
Elle éleva la lanterne, le grouillement compliqué des cartes sortit de l'ombre, le visage saisi se figeait dans une curiosité intense et enfantine. Est-ce pour regarder ces cartes que tu viens ici ? C'est un interrogatoire ? Rien que de flatteur pour toi. Je ne connais rien de plus décoratif. Et ce terme de décoratif qui évidemment semble assez anodin dans ce récit placé sous le signe de la gravité. Pourtant, cette chambre des cartes est un lieu inquiétant, surtout dans cette nuit ténébreuse, le cœur des ténèbres où on se trouve. Le rayon de la lanterne s'arrêta sur une carte ancienne, empanachée d'étranges lettres bouclées. Dans la voix de Vanessa, joua soudain un accent de provocation directe. « J'ai la même à Maremma dans ma chambre, tu la verras. » « Qu'es-tu venu faire à Maremma ? Les Syrtes vont être très à la mode à Orsena. Nous avions là un palais qui tombait en ruine. Je m'ennuyais. Il m'a pris fantaisie de venir arranger tout cela. Tu as l'air d'être le seul à ne pas t'en apercevoir. Et d'ailleurs, on y rencontre des gens agréables, ton ami Fabrizio par exemple. » Le visage de Vanessa se tendit imperceptiblement, comme on écoute tomber une pierre dans un puits. Il se tend, tiens, peut-être qu'elle est en train de le sonder ici, en citant ce nom de Fabrizio, voir s'il n'y a peut-être pas une petite jalousie qui traîne. Le capitaine Marino, deuxième coup d'essai. Le nom ravivait mes regrets de la soirée, remuait soudain en moi toute une eau trouble. Le capitaine Marino n'est pas exactement ce que j'appellerais un homme agréable. Tu as tort, Aldo. Lui t'apprécie beaucoup, je peux te le dire. Ravi qu'il te délègue pour me transmettre ses certificats. Vanessa ignora l'interruption. Il n'a pas assez d'éloges pour ton zèle, il te trouve seulement un peu exalté, un peu imaginatif. Elle plongeait ses yeux dans les miens avec insistance. Je lui rappelle que tu es très jeune, qu'il ne faut pas se plaindre de la fougue des jeunes gens, et que tu t'assagiras. Le regard fixe, à nouveau le même adjectif, la fixité du regard qui le rend peut-être inquiétant, ou en tout cas intense. Le regard fixe dans le visage moqueur m'interrogeait plus curieusement que ne le comportait ce badinage. Tu vois que nous avons des conversations très sérieuses. Et de quoi encore parlez-vous ? Nous avons en commun beaucoup de sujets d'intérêt. Marino ne s'intéresse qu'au service. Ce n'est pas ce qui peut écourter nos conversations. Vanessa parvenait à ses fins. Je me sentis rougir de colère. Très bien. Si tu es au courant des affaires du service, tu comprendras qu'il a aussi ses exigences. Je suis désolé. Crois-le bien de n'avoir pu te donner cette soirée. On ne peut congédier plus élégamment. Je pensais naïvement que ma visite te ferait plaisir. J'étais loin d'imaginer que tu avais tant de besogne. Je me plaindrai à Marino. Je lui ferai honte de t'enfermer le soir dans une sombre casemate. Je lui dirai qu'il fait de toi une véritable Cendrillon. Son rire me provoquait à découvert. Intéressant ce à découvert, quel vocabulaire militaire, mais en même temps on est dans une scène de séduction aussi, où ce genre de vocabulaire est assez habituel, même si souvent l'attaque vient de l'homme et non de la femme, mais ici il y a une sorte de renversement des rôles. Mais en même temps, qu'attend Aldo ? Il attend une attaque, et lui est dans une situation plutôt à voir venir, laisser venir peut-être. Je travaille quand je veux et où il me plaît. Vanessa cédait au rire fou,
Ce rire généreux qu'elle avait, cette pluie de gaieté tendre, dégonflait ma mauvaise humeur, me ramenait par la main au jardin Selvaggi. Elle braqua sur moi la lanterne que secouaient encore ses accès de rire, et je sentis à mon front le contact fortifiant, la chaleur fondante de ses doigts familiers qui me dépeignaient. Là, voilà. C'est tout à fait ça, je t'assure. Tu es à croquer en gamin boudeur. Tu es positivement adorable, Aldo. Sa voix essoufflée se brisa sur une inflexion sourde qui fit soudain fourmiller mon sang à mes mains et à mes lèvres. La légère bousculade nous avait rapprochés. J'emprisonnai les mains qui s'attardaient dans mes cheveux. La lanterne tomba, faisant l'obscurité complète. Je plongeai ma tête au creux de ses mains chaudes et les baisai longuement. Vanessa les pressait doucement à mes lèvres dans le noir. La nuit semble beaucoup moins inquiétante ici. Elle permet des gestes interdits de jour. Elle s'écarta brusquement comme réveillée et détourna les yeux. Comment as-tu trouvé les ruines de Sagra ? Les ruines de Sagra ? Vraiment, tu devines les choses, Vanessa. J'étais en train de me dire qu'elle t'aurait positivement intéressé. Vanessa se leva, serra son manteau autour d'elle et chercha mes yeux d'un regard appuyé. Si tu m'aimes, Aldo, alors tu garderas tes impressions pour toi seul. Le ton bref que contredisait la voix étouffée coupait court à tout commentaire, et je me levai à mon tour, indécis. Vanessa s'enveloppa frileusement dans sa fourrure. La tache blanche de sa robe s'éteignit, la mêla de nouveau à l'obscurité de la chambre. Bien entendu, je t'emmène. À Maremma, si tard. Je me rendais déjà sans condition. Il était à découvert avant, là il se rend sans condition. L'adversaire est évidemment beaucoup trop doué, beaucoup trop fort pour y résister. Je ne voulais plus la quitter. Ne fais pas l'enfant, j'ai promis de te ramener. Tu me compromettrais, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux. Et puis je veux que tu voies ma fête, c'est décidé, je la donnais pour toi. J'écoutais monter dans sa voix cette exaltation enfantine que je reconnaissais si bien. Je la retrouvais. Sur ce visage au tissu plus délicat, on voyait les émotions et les pensées, non pas se former, mais naître. Le désir de Vanessa montait à ses yeux dans sa fraîcheur neuve, comme les étoiles qui sortent de la mer. Allons, il ne sera pas dit que j'aurai contrarié un enfant gâté. Bien plus que la perspective de la fête, c'était la pensée de ce voyage, seul à seul, avec Vanessa qui m'avait décidé. Vanessa me conduisait. J'avais passé mon bras autour d'elle dans la tiédeur des fourrures. Je sentais contre moi le consentement de tout un poids doux et fléchissant. À nouveau les deux adjectifs, doux et fléchissant pour le poids doux. On voit tout de suite qu'il y a une association assez étrange, ce poids doux et fléchissant. Il est peut-être en train, là, de reprendre la main dans le combat. Nous longions parfois une de ces grandes fermes fortifiées endormies dans la tiédeur de la nuit des Syrtes. Au bord de la route sablonneuse, des murs gris miroitaient un instant devant la voiture. Trompés par la lumière insolite de nos phares, parfois des coqs chantaient. Les lumières violentes mêlaient au sol bossué de la route des bêtes pétrifiées de terre grise, accrochaient à leurs yeux l'éclat coupant des pierreries. Vanessa m'emportait dans la nuit légère. Je me rassemblais en elle, je la sentais auprès de moi comme le lit plus profond que pressente
les eaux sauvages, comme au front le vent emportant de ces côtes qu'on dévale, les yeux fermés dans une remise pesante de tout son être à tombeau ouvert. Et à nouveau on a l'italique pour tombeau ouvert. Expression qui désigne une certaine rapidité, mais aussi évidemment l'image du tombeau qu'on ouvre, d'une sorte de résurrection. Je me remettais à elle au milieu de ces solitudes, comme à une route dont on pressent qu'elle conduit vers la mer. Une nuit laiteuse de brume et de lune traînait sur les lagunes quand nous arrivâmes à Maremma, tout injecté de lumière diffuse par le plan argenté des eaux calmes. Le sentiment d'irréalité qui traversait cette nuit blanche persistait. Maremma, tout emmêlée à sa nuit, m'apparaissait comme une nébuleuse de ville, tout entière en vagues caillots de brouillard qui semblaient naître sur notre passage de la trépidation même de la voiture pour se dissoudre aussitôt. La voiture s'arrêta brusquement. Je sentis sous mes pieds un pavé glissant et humide, et sur le visage le souffle cru qui décape la peau moite de sommeil du passager extrait de son wagon tiède. Un quai devant nous s'ouvrait à pic sur une eau noire. Vanessa, sans se retourner, d'un mouvement rapide, marcha tout droit vers le bord. Je la regardais, muet d'étonnement, sur le quai vide, comme on regarde un passant par une nuit de brume, grimper sur le parapet d'un pont. Vanessa se retourna, surprise de se trouver seule, m'aperçut et partit d'un rire fou. Une barque nous attendait au quai. Ainsi rappelé à moi, je me souvenais brusquement de ce surnom très complaisamment ironique de Venise des Syrtes qu'on donnait à Maremma. L'image me revenait qui m'avait souvent frappé sur les plans de la chambre des cartes, d'une main aux doigts effilés qui s'avançait dans la lagune et figurait le delta instable et bourbeux d'un des rares oueds qui parviennent à la mer dans les Syrtes. À une époque où les incursions des Phrygiens rendaient la terre peu sûre, les colons de la côte s'étaient réfugiés sur ces bancs de vases plates. Ce cours du torrent détourné pour arrêter le colmatage de la lagune, un canal avait décollé le delta de la côte à sa racine. Maremma, comme Venise, s'était retranchée, avait largué ses amarres. Campée sur ses vases tremblantes, était devenue une île flottante, une main enchantée, docile aux effluves qui venaient d'au-delà de la mer. Une brève période de splendeur s'était ouverte pour elle à l'époque de la paix des Syrtes. Alors ces marins et ces colons avaient essaimé sur toute la côte, drainant vers la mer les laines et les fruits des oasis éloignées, et rarement sur leurs galeries d'or et les pierreries brutes du Phargestan. Puis la guerre était venue. Et la ville, non pas la ville, mais la vie s'en était retirée, s'était retirée de la ville. La ville, elle arrive d'ailleurs après. Maremma, aujourd'hui, était une ville morte, une sorte de vie morte. Ce paradoxe, peut-être, est-il non pas voulu, mais en tout cas, il m'a été suggéré, là aussi, par le lapsus que j'ai fait en lisant. Maremma aujourd'hui était une ville morte, une main refermée, crispée sur ses souvenirs, une main ridée et lépreuse, bossuée par les croûtes et les pustules de ses entrepôts effondrés et de ses places mangées par le chien-dent et l'ortie. Je regardais passer sous mes yeux dans une rêverie, on a toujours cette rêverie qui est presque permanente chez notre narrateur, mais surtout dans ces scènes de nuit, même si là il s'est déplacé réellement à Maremma.
Je regardais passer sous mes yeux dans une rêverie ce décombre de mer, pareil au délivre d'une grande ville charriée à la côte par une inondation. Des canaux abandonnés montaient une odeur stagnante de fièvre. Une eau lourde et gluante collait aux pelles des avirons. Par-dessus un pan de mur croulant, un arbre maigre penchait la tête vers l'eau morte qui fascinait ses ruines. L'eau morte qui fascinait ses ruines, on est à nouveau peut-être, non plus dans les ruines de Sagra, mais dans des ruines naissantes, celle de Maremma, qui est une ville assez décrépite pour ressembler à des ruines. De hauts murs qui paraissaient être des enceintes de couvents dressaient çà et là sur des îlots des bastions préservés et hostiles, comme les derniers carrés battus par un désastre. Le bruit plat et liquide des avirons et la brume lunaire creusaient encore le silence de peste. Évidemment, l'allusion à Venise ou à Murano, Maremma, les noms sont finalement assez proches, et cette peste qui effectivement a été importante dans ces lieux-là, même si c'est dans un passé très ancien, là encore, même si on ne sait pas exactement quand ça se passe, tout ça. Mais la peste, c'est aussi la menace, évidemment. Et je remarquai alors que la surface faiblement miroitante du canal se vergetait continuellement de fins triangles, dans le minuscule gargouillis et les bruits trop intimes qui montent d'une fosse noyée, les rats d'eau colonisaient cette nécropole. Une sorte de cimetière, on avait déjà eu une scène de cimetière, d'un réel cimetière, mais là, non, là c'est la ville vivante, ou censée être vivante. J'avais posé ma main au bord de la barque, sur la main de Vanessa. Je la devinais à son silence, saisie comme moi par ce cimetière d'eau morte, par ce volo poignant d'une ville à son suprême échouage. Pareil à celui de l'amour, ce silence la trahissait. Vanessa m'accueillait dans son royaume. C'est un royaume des morts, où elle l'accueille, une sorte de personnage, de Perséphone ou de déesse des enfers. Je ne sais plus exactement les noms de ce genre de personnage, mais Vanessa est finalement quelqu'un peut-être d'inquiétant. Je me souvenais du jardin Selvaggi, et je savais quel appel l'attirait vers ce repère de vases moisis. Maremma était la ponte d'Orsena, la vision finale qui figeait le cœur de la ville, l'ostension abominable de son sang pourri et le gargouillement obscène de son dernier râle. Comme on évoque son ennemi couché déjà dans le cercueil, un envoûtement meurtrier courbait Vanessa sur ce cadavre. Sa puanteur était un gage et une promesse. Et sentant dresser à mon côté cette figure de proue qui m'ouvrait la route, je comprenais que Vanessa avait rejoint sur ses bords perdus sa vision préférée. Coupée de la ville par des étendues de terrain vagues où l'on devinait les traces de ses anciens jardins, le palais Aldobrandi se dressait à l'extrémité d'un des doigts de la main ouverte, et son isolement au droit de la passe des lagunes et à l'extrémité du canal élargi me parut figurer singulièrement l'humeur de la souche ombrageuse qu'il avait construit à son image. Ce séjour de plaisance, jeté comme un ricanement sur des eaux grelottantes de fièvre, se souvenait toujours du château fort. Séparé de la langue de sable par un étroit chenal qu'enjambait un pont de bois, il allongeait au bord du canal les lignes basses d'un môle accroupi sur l'eau, d'où pointait à l'une des extrémités une de ces tours de guet rectangulaires, étroites et élevées qui font reconnaître à Orsena les palais nobles de la haute époque.
sous la lumière faible de la lune qui noyait les détails, les lignes dures et militaires évoquaient la forte assise, la robustesse et la massivité d'un banc, d'un terre-plein enroché comme une dent sur ses vases mobiles. Il y a une solidité, mais tout ça sur la vase, sur la fragilité. Cependant que les arcades basses déversaient au ras de l'eau comme une bouche de four des traînées de lumière violente, la galerie supérieure de l'édifice, profondément endormie sous sa terrasse lunaire, s'allongeait au-dessus de bout en bout comme un bandeau aveugle et laissait sous l'impression dominante d'une réserve hostile, d'une respiration secrète dans l'obscurité. Où ce sont des descriptions de cette menace de ces villes qui est assez extraordinaire chez Julien Gracq et qui une nouvelle fois me fait penser aux descriptions des villes de Jacques Abeille dans Le Veilleur du jour par exemple. Il y a quelque chose qui est dans ce lyrisme de l'écriture, ces longues phrases menaçantes qui décrivent avec une grande précision des lieux qui restent pourtant étranges quand on les découvre. La fête avait maintenant visiblement cessé de battre son plein. Sa fièvre retombait. Dans les voix qui montaient, des groupes isolés perçaient cette nuance d'essoufflement et ce ton détaché de retour au calme qui frappe dans les conversations encore animées de la rue quand on survient après l'accident. Je saluai Marino avec une ombre de gêne et évitai de répondre à son regard malicieux. Le capitaine était de fort bonne humeur, et j'attribuai une heureuse conclusion au marchandage du matin. Je fus surpris, pourtant, comme d'une familiarité chez lui excessive, de le voir s'emparer de mon bras, et pendant que nous circulions lentement à travers les groupes, je crus remarquer qu'il tendait l'oreille aux propos qui s'échangeaient çà et là. Je voyais reparaître sur son visage cette même expression de finesse tendue que j'avais remarquée sur la passerelle du Redoutable, quand il tâtonnait sa route entre les hauts fonds, et je le devinais tout à coup plus préoccupé qu'il ne m'avait paru. « Sais-tu qui sont ces gens ici ?» me demanda-t-il tout à coup d'un ton sérieux, en m'arrêtant et en me désignant les salles d'un geste vague. Frappé de ce ton de malaise si anormal chez Marino, je commençai à examiner l'assistance d'un œil plus intéressé. J'avais remarqué sur mon passage dans quelques yeux une lueur d'attention soudaine, et c'est là un signe amical auquel je ne répondais que gauchement, troublé que j'étais par une impression de déjà vu. À nouveau, déjà vu est en italique. J'ai déjà vu ça. Je suis déjà allé dans cette réception-là. On a quelque chose qui fait penser à une autre référence de Julien Gracq dans le style. C'est évidemment Marcel Proust. Cette impression de déjà-vu indéfinissable, où les personnages apparaissent sans qu'on les voie vraiment, comme les jeunes filles sur la plage de Balbec. On est dans un lieu non loin des plages, ici aussi. Certains souvenirs me revenaient maintenant plus clairement, et puis le retour des souvenirs, ça aussi c'est extrêmement proustien, évidemment. Il y avait là des gens que j'avais rencontrés presque certainement chez mon père, avant que la mort de ma mère n'eût fait cesser pour lui toute vie mondaine. Et je pus glisser à l'oreille de Marino sur le champ quelques grands noms d'Orsena, et tels que leur annonce seule dans un salon de notre ville eût pu suffire à classer une soirée. En m'assurant que les Sirtes allaient être à la mode à Orsena, Vanessa n'avait pas menti. Cependant, c'était là peut-être moins une mode établie qu'une fantaisie bizarre, et l'impression que donnait cette foule d'invités assez dense ne confirmait d'aucune manière la garantie que semblait apporter quelques noms indiscutés. Bien plus que le miroitement d'une réunion mondaine,
Ses regards trop brillants qui semblaient absorbés dans une hantise commune évoquaient le cousinage spontané, la franc-maçonnerie intime des villes d'eau. Tiens, le Balbec de Proust, c'est la ville d'eau. Des villes d'eau, en tout cas la ville où on part en villégiature pour se baigner. Peut-être qu'il s'agit plutôt de villes d'eau du centre de la France, genre Vichy et compagnie, qui sont évoquées ici. Des villes d'eau où l'on vient soigner une maladie grave. Je ne m'étonnais plus que la santé de Marino se trouvât de trop dans cette foule. Je pouvais d'ailleurs maintenant me convaincre à quel point elle était mélangée et avec quelle familiarité s'y coudoyaient à ma surprise des gens qui ne se fussent jamais salués à Maremma, à Orsena, mais à Maremma, oui. Les Aldobrandi ont toujours fréquenté des gens bizarres. On dirait qu'ils sont venus à Maremma prendre les fièvres. Oui, on respire mal ici. J'ai eu tort de quitter l'Amirauté ce soir. Allons jusqu'au buffet. Marino m'entraînait. Nous levâmes silencieusement nos coupes. Son air préoccupé ne le quittait plus. Je crois que je vais rentrer, Aldo. La princesse se charge de te faire reconduire. Je ne m'inquiète pas. Tu es chez toi ici, ajouta-t-il en plissant les yeux légèrement. Et Fabrizio? Ce galopin m'attend déjà dans la voiture. Marino désigna le buffet d'un geste navré. Il s'est rendu malade. Je te laisse ici défendre l'honneur de la flotte, ajouta-t-il avec une grimace piteuse. Voilà à quoi en sont rendus les soldats de cette flotte d'une guerre qui est au repos, et donc ils paradent dans des villes d'eau, des villes où les gens sont malades et où on croise des gens, certes de la haute noblesse, mais aussi toutes sortes de gens bizarres, comme il est dit. Je ris de bon cœur. La bonté maladroite de Marino revenait avec remords sur notre grande discussion, me tendait un gage timide. Il était là tout entier et je sentis de nouveau combien je l'aimais. Vanessa sera désolée. Vous savez qu'elle m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous aviez de grandes conversations. Marino toussota et rougit avec une naïveté qui m'alla au cœur. C'est une femme très remarquable, Aldo. Très, très remarquable. Je me sentis un peu piqué. C'est une chance pourtant que vous ayez pu vous entendre. Vanessa n'est pas un caractère facile. Ce n'est pas exactement ce que je veux dire. La voix de Marino monta placide et égale. Elle me hait. Allons, il est temps de partir, enchaîna-t-il, visiblement pour couper court. À demain, Aldo. Bonne soirée. Il hésita un instant. Prends garde aux brumes du matin. C'est là qu'on attrape les fièvres. Je n'avais rien fait pour retarder ce départ brusque. Marino me délivrait d'un regard agaçant. Je me sentis faire peau neuve, saisi aux épaules par une soudaine désinvolture, comme une jeune fille à son premier bal, quand sa mère, après avoir opposé au sommeil une belle défense, se décide enfin à nouveau de l'italica, débarrasser le plancher. Évidemment, là, on a une expression, débarrasser le plancher, comme rouler à tombeau ouvert auparavant. Débarrasser le plancher, c'est la fin de la fête. Je savais que Vanessa ne manquerait pas de me retrouver tout à l'heure. Mais rien ne pressait. Et je me sentis l'envie de prendre contact de plus près avec les estivants équivoques de Maremma. Je me dirigeai vers une salle d'où parvenaient des bouffées de musique. Des bouffées de chaleur ou des bouffées de musique ici. Et qui s'allongeaient le long du front de mer. Je comptais sur le sommeil bref de la musique pour me livrer ces visages
plus qu'ailleurs, j'avais la chance d'observer sans être vu. La fête de Vanessa ne faisait pas mentir sa réputation de prodigalité somptueuse. On avait ouvert toutes grandes les baies à arcades qui donnaient directement sur la lagune. L'odeur entêtante des eaux mortes soulevait comme une marée les parfums des gros buissons de fleurs, leur donnait cette même opacité funèbre et mouillée qui nous glace les tempes dans une chambre mortuaire. Et on retrouve au cœur de la fête le cimetière, évoqué déjà tout à l'heure. Par les baies noires, on apercevait un fourmillement de barques qui portaient des fleurs et des lumières sur la mer. L'éclairage tamisé par les panaches serrés de feuilles retombantes faisait flotter la salle dans un demi-jour, verdâtre et vitreux. Verdâtre et vitreux, les deux adjectifs par V, tous deux négatifs évidemment, verdâtre et vitreux. De grottes moussues et d'étangs habitables qui engluaient les mouvements, laissaient traîner derrière chaque poignet étincelant comme la bavure d'argent d'un sillage perceptible et protégeaient autour de la musique la vibration intégralement transmise d'un air presque liquide, une zone de plus profond, de plus intime ébranlement. Je retins un mouvement de recul, comme si j'avais soulevé la portière sur un spectacle par trop privé. Il y avait dans la salle assez peu de monde, mais je fus frappé par quelque chose de singulier dans l'attitude et la disposition des groupes qui, plutôt que d'une salle de concert, parlaient de fumerie d'opium ou de cérémonie clandestine, et qui me conseilla de rentrer dans le rang. Expression militaire, à nouveau en italique ici. Rapidement. Je plongeai vers un siège dans la pénombre et m'assis en hâte, retenant malgré moi ma respiration. Il n'a toujours pas décrit les visages, hein. Il décrit cette ambiance, ces êtres un peu fantomatiques qui sont présents ici, avec cette musique, elle aussi fantomatique d'ailleurs, la revoilà, la musique très lourde et très sombre. L'éclairage voilé et les parfums absorbants me dépaysaient. On voit les sens, musique, éclairage, parfum, tout ça amène à une ambiance étrange. Il me sembla que je reprenais lentement mes sens, comme si j'étais tombé là par une trappe et que je les retenais seulement un à un, entraîné d'abord au fil seul de cette musique envoûtante, puis dilaté au fil seul de cette... je suis en train de relire la même ligne. C'est la musique envoûtante qui m'envoûte moi aussi, puis dilaté dans l'explosion même de ces parfums fiévreux. Je commençais à mieux voir dans la salle, les trois sens qui s'enchaînent ici, l'ouïe, la vue, les parfums. Je commençais à mieux voir dans la salle. Et j'étais frappé de nouveau par la liberté d'attitude et de geste des couples qu'avait attiré là, comme on pouvait s'y attendre, la promesse d'un relatif isolement. Un subtil ou une subtile atmosphère de provocation, un magnétisme sensuel insidieux me paraissait soudain s'allumer çà et là à la courbe d'une nuque trop complaisamment affaissée, à un regard trop lourd, au luisant gonflé d'une bouche s'entr'ouvrant dans la demi-obscurité. Des mouvements légers s'éveillaient, ébauchés seulement et à peine perceptibles, mais qui soudain bougeaient plus purement que d'autres pour l'œil, à la même profondeur, eût-on dit, que les gestes d'un dormeur. Cependant, au milieu de cet éveil de grotte marine, on a l'impression d'être sous l'eau,
dans une grotte marine, du personnage qui flotte ou qui nage ou qui sont là et qui bougent imperceptiblement avec une certaine provocation, mais aussi peut-être on est là au cœur de la nuit, au bout de la nuit peut-être bientôt. J'éprouvais soudain distinctement comme un souffle sur la nuque, le sentiment d'une présence plus alertée et plus proche. Je jetai les yeux rapidement autour de moi. Presque à me toucher, m'apparut-il, tellement je m'y heurtai soudainement comme à une porte. C'est le sens du toucher qui arrive ici. Après la vue, après l'odorat, non, l'odorat, oui, les parfums, oui, l'odorat, après l'ouïe avec la musique, tout d'un coup, on est comme touché, heurté par le regard. Il y a vraiment dans ce passage qu'on appelle des synesthésies, c'est-à-dire les sens qui se mélangent, évidemment créant une atmosphère de plus en plus intense par ce biais-là. Je m'y heurtai soudainement comme à une porte. Le visage d'une jeune fille était tourné vers moi. Et je compris au happement nu avec lequel elle s'emparait des miens, dans un au-delà souverain du scandale, qu'il n'était plus question de me détourner de ses yeux. Ce qui peut bondir de la vie des profondeurs, de plus tapis et de plus nocturne, était tourné vers moi dans ses prunelles. Ses yeux ne scilaient pas, ne brillaient pas, ne regardaient même pas. C'était les yeux fixes qu'on avait avant. Plutôt qu'au regard, leur humidité luisante et étale faisait songer à une valve de coquillage ouverte toute grande dans le noir. Simplement, ils s'ouvraient là, flottant sur un étrange et blanc rocher lunaire au rouleau d'algues. Dans le désarroi des cheveux, comme un chant versé, l'enfoncement de ce bloc calme s'ouvrait comme à un ciel d'étoiles. La bouche aussi vivait, comme sous les doigts d'un tremblement rétractile, nu comme un petit cratère de gelée marine. Il faisait brusquement très froid. Comme on raccorde dans la stupeur les anneaux d'un serpent emmêlé, s'organisait par saccades autour de cette tête de méduse une conformation bizarre. La tête était enrochée au creux d'une épaule d'étoffe sombre. 2 bras lui faisaient une étole, un collier engourdi d'aises pantelantes qui fouillaient comme dans une auge pleine au creux de son corsage. L'ensemble décollait des profondeurs sous une pression énorme, montait fixement à son ciel de sérénité comme une lune pleine à travers les feuillages. Ce mélange de la mer et du ciel avec cet étrange personnage de femme ici, presque une sorte de monstre marin qui arrive, sirène peut-être, qui vient happer notre narrateur. J'avais beau recourir aux alcools violents et me laisser rouler par la foule vers les points les plus éveillés de la fête, je ne me remettais que lentement. Comme mordu un instant par un soleil trop vif, un point noir flottait devant mes yeux sur le scintillement des lumières. Si invraisemblable que pût paraître dans une telle soirée la célébration à découvert de cette très intime liturgie amoureuse, je ne me sentais pas scandalisé. Les yeux qui m'avaient regardé étaient sans juge. Ils témoignaient. Quand j'essayais de retrouver l'étrange pesanteur qui m'avait soudain rivé à eux, une image obsédante me revenait. Celle de ces puits naturels, ouverts au ras du sol, dans lesquels l'oreille cherche à surprendre vainement la chute d'une pierre. Sur ce vide de nausée au-delà du comblement, on trébuchait une seconde, l'esprit ailleurs, mais comme si de rien n'était, il ne fallait plus songer à reprendre sa route. Ses yeux marchaient auprès de moi, le vent faible de leur gouffre soufflait les lumières. Il faisait tanguer doucement la fête sur un fond
de cauchemar. Il me sembla tout à coup, cependant, que je circulais désœuvré entre les groupes, en songeant aux invités singuliers que Vanessa avait rassemblés là, qu'un de ces visages où j'essayais parfois de mettre un nom m'était apparu plus fréquemment que les autres. Un visage sec et glabre, dont les yeux, comme voilés d'une taie, gardaient cependant un regard plus éveillé et plus aigu. Un visage qui ne m'était pas étranger et dont la réapparition insistante semblait me tirer par la manche. Tirer par la manche, l'expression est à nouveau en italique ici. Vaguement intrigué, je m'adossai quelques instants à une encoignure, guettant entre deux plongeons dans le tourbillon de foule qui s'écoulait sa réapparition. Une voix s'éleva tout contre moi, une voix nette, mais feutrée et volontairement basse, déjà placée dans le registre d'un entretien seul à seul. Le visage était devant moi. On a enfin un visage ici. Une fête grandiose, n'est-ce pas, monsieur l'observateur? Puis-je me réclamer de mon amitié pour votre père, pour vous rappeler mon nom? Ajouta-t-il en lisant sans se déconcerter ma surprise sur mon visage et en souriant légèrement. Giulio Belzenza. Je vous ai connu très jeune. Sa voix prit une inflexion complice. Et sans vouloir mêler le service au plaisir, j'ai pensé que nos fonctions pouvaient nous rapprocher ce soir. Je me souvenais brusquement de ce nom. Les instructions que j'avais reçues à mon départ me le désignaient comme l'agent secret que la seigneurie entretenait à Maremma. Mes civilités restèrent courtes et aussi peu professionnelles que possible. Quelque chose dans cette physionomie me parlait de ragots de police. Et il me déplaisait de les entendre dans les salons de Vanessa. Oui, continua la voix sans paraître prendre d'ombrage, vous me pardonnerez de m'être dit. Au diable la bienséance. Puisque j'ai la chance de rencontrer ce soir quelqu'un qui touche de près au bureau, je suis très seul à Maremma. On me laisse sans ordre, sans renseignement. Sa voix avait souligné une parenthèse très amère. Il leva soudain les yeux sur moi d'un air gourmand. Ce sont ces bruits. Dans la fixité brusque de ses yeux, à nouveau, les yeux fixes, c'est plus les yeux de Vanessa, mais il y a toujours ces yeux fixes qui arrivent de temps en temps. Une pointe anxieuse démentait le sourire. Je cessais tout à fait d'être distrait. Je serai moins renseigné sans doute que vous ne pensez. On ne sait rien à l'amirauté? Je me rassure. Le sourire ironisait avec insistance. Je me sentis soudain agacé. Non, je vous avoue que je ne vois pas. Je n'ai que peu à faire ici, ajoutai-je assez dédaigneusement, et je ne me mêle guère des on-dit. On dit beaucoup de choses précisément à Maremma, et on en dit peut-être trop au sujet de l'amirauté, au sujet du Farguestan. Là, on retrouve le cœur de cette histoire-là. On avait presque une sorte de moment où on a l'impression de ne plus être dans cette obsession pour l'ennemi, avec cette fête. Mais là, retour au Farguestan. La voix avait soupesé comme une main, une fraction de seconde, un mot plus lourd que les autres. Je me sentis parcourir tout entier d'une onde légère, comme un pêcheur qui voit son bouchon plongé dans une eau calme et devenir, dans l'instant, la figure même du parfait détachement. Vraiment, on a le goût de la spéculation désintéressée à Maremma. Et parle-t-on aussi de la lune,
Belzenza me regarda d'un air fin. On le pourrait à leur compte. Il ne manquerait pas d'astrologues de bonne volonté. C'est que voilà la bizarrerie de la chose, aussi impossible de retracer l'origine de ces bruits que d'y couper court. Maremma, monsieur l'observateur, n'est pas une ville très saine, comme vous le savez peut-être. Je suis payé, moi, pour le savoir. Mal payé, disait la voix aussi clairement que possible. Je remarquais maintenant le teint jaune, les traits moins ascétiques que tirés, la mine subalterne. Un colonial qui se néglige, pensai-je rapidement. Dans quelques années, Belzenza serait un pauvre diable. Et je finis par penser que ces petits accès de fièvre ne viennent pas tous de ces marais. C'est donc Belzenza qui a repris la parole ici. Très alarmant, ma parole, mais vous seriez gentil de me mettre au fait. Les yeux de Belzenza devinrent vagues, et ses mains se serrèrent l'une sur l'autre dans l'attitude de qui cherche à rassembler difficilement des impressions fuyantes. Comme le rêveur qui, pour raconter son rêve, se laisse couler dans la mimique du dormeur. J'ai eu tort de parler de bruit, et raison de parler de fièvre. En un sens, c'est moins que rien. La fièvre toute seule n'est rien, ce n'est qu'un signe. Ne me prenez pas pour fiévreux, moi aussi. Je vis ici, voyez-vous, et c'est difficile de se faire comprendre. Moi, je comprends mieux à vous voir ce soir, à ce que j'ai eu envie de vous parler ce soir. Vous n'êtes pas de Maremma. Et parler avec vous, me croirez-vous, c'est peu probable. C'est comme ouvrir la fenêtre d'une chambre où il y a un malade. On respire mal à Maremma. On cherche de l'air. Voilà le mot, on cherche de l'air. On y vient beaucoup pour une chambre contagieuse. La mine éloquente de Belzenza me prit à témoin. Une pure extravagance, monsieur l'observateur. Les gens sont fous alliés à Orsena, positivement. J'y viens, se reprit-il devant mon air impatienté. Voilà 1 an à peu près que la chose a commencé. C'est-à-dire, corrigea-t-il, que j'ai commencé à remarquer quelque chose. On ne parlait guère du Farguestan ici, je vous assure. C'était comme s'il n'avait pas existé. Effacé, rayé de la carte. On avait d'autres soucis. La vie est dure ici, on vit maigrement, les apparences trompent. Je vous ferai visiter la ville, ajouta-t-il en désignant les salons d'un geste amer. Elle n'est pas tout aussi somptueuse que le palais Aldobrandi. Je sais, il y avait clair de lune ce soir. Ah, vous avez vu? Quoique la nuit, vous savez, il reste surtout le pittoresque. Les gens du palais préfèrent se promener la nuit. Mais je m'écarte, coupa-t-il en me rassurant d'un geste de la main. Maintenant, on parle de là-bas. Les gens se mettent à savoir des choses. Là-bas, j'oublie que vous n'êtes pas d'ici. L'éthique se gagne à la longue. On n'y prend plus garde. On dit très peu le Farguestan. Ici, autant dire jamais, on dit là-bas. Curieux. De loin, on ne supposerait guère tant de familiarité. De loin, on ne suppose rien, mais ici, on suppose beaucoup. Du moins, c'est ce que je veux croire. Ce serait plus rassurant, on dirait... On dit quoi au juste? J'étais cette fois réellement exaspéré. Belzenza s'immobilisa et ses sourcils se rapprochèrent comme à une question difficile. Au juste, vous levez le lièvre, monsieur l'observateur. J'aime aussi à mettre les choses noir sur blanc. Mais quand j'essaye de commencer un rapport, la plume me tombe des mains. Vous essayez à peine de les saisir au juste que les bruits prennent immédiatement une autre forme. Comme s'ils avaient surtout peur de se laisser attraper, vérifier.
Comme si les gens avaient peur surtout qu'on les empêche de courir, de tenir en haleine. Comme si les gens avaient surtout peur qu'il cesse d'y avoir des bruits. Belzenza fit une moue excédée et dérisoire. Cela se réduit, si on veut le réduire, à très peu de choses, à rien, à moins que rien, à peu près à ceci. Il y aurait eu de grands changements au Farguestan. Quelqu'un, ou plutôt quelque chose, aurait pris le pouvoir. Et là-dessus, l'accord est universel et énergique. Ce quelqu'un, ce quelque chose, ce changement ne présageait rien de bon pour Orsena. On voit ici évidemment la rumeur qui devient certitude. Des bruits, allons donc, c'est de l'extravagance pure. Belzenza me fixa d'un œil de défi. Je me sens porté à le croire comme vous, mais je puis aussi vous assurer que de le prouver, ce qui serait encore mieux que de le dire, ne sera d'aucun secours pour les faire cesser. C'est les fake news, ici. Vous pourriez cependant publier un démenti officiel. J'y ai songé. Non, croyez-moi, trop tard. Il y a ici un feu qui couve. Toute matière peut lui devenir inflammable. Un démenti nourrira les bruits, c'est une question de température. Qui parle ? Aujourd'hui, tout le monde. Au début, il me semble, Belzenza baissa la voix, surtout les étrangers. J'oublie encore, se reprit-il rapidement. Les étrangers, et il met ici des guillemets, ce sont ici les gens d'Orsena. Et quand on se demande qui parle, comprenez-moi bien, il faut s'entendre, on ne parle guère au fond. Même presque pas. C'est plutôt une allusion, ou par omission, qu'on parle. Rien de positif, tout reste enveloppé, indirect. Tout renvoie au bruit. Mais rien ne les dénonce. Comme si les paroles, toutes les paroles d'une journée, dessinaient obstinément un moule, le moule de quelque chose, mais que ce moule resta vide. Je me fais bien mal comprendre. Je vais me servir encore d'une image. Vous connaissez le jeu du furet. Tout le monde fait cercle, les mains sont fermées sur la corde, on ne voit rien, mais les mains sont complices, le furet court, glisse au long de la corde, repasse, tourne inlassablement. Il n'est jamais là. Chaque main est vide, mais chaque main est un creux tiède pour l'accueillir, pour l'avoir accueilli. Voilà à quel jeu joue Maremma toute la journée. Et je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit un jeu. Non, un démenti ne servirait à rien, conclut Belzenza pensif. Il faudrait couper la corde, mais d'abord il faudrait la trouver. La corde ? La corde au long de laquelle le furet glisse. Belzenza sourit d'un air absorbé. Je gardai un moment le silence. Je ne me sentais pas l'envie de sourire. Ce discours m'était moins incohérent que je ne l'aurais souhaité. Je comprends. Même sans cela, il arrive pourtant qu'on l'attrape. Vous n'avez arrêté personne ? Non, pas plus que je n'ai publié de démenti. Pour les mêmes raisons. Au surplus, Belzenza enveloppa les salons d'un coup d'œil précautionneux. Je n'ai ni appui ni crédit à Orsena, et on se met vite sur les bras à une méchante affaire. Je sentis que ma voix tremblait légèrement. Je suis comme vous au service de la seigneurie, Belzenza. Et mes amitiés ne viennent qu'ensuite.
Je voudrais que vous parliez plus clairement. Vous craignez que le fil ne vous mène ici ? Peut-être. C'est une impression ou une certitude ? La voix de Belzenza sonna d'un accent de franchise. C'est une impression. Tout cela n'est qu'impression, je vous le répète. J'ai peut-être eu tort de parler. Il est possible que je me monte la tête. Je ne vois rien de bien grave dans tout cela. Maremma n'est pas une ville très distrayante. Ce sera un remède à l'ennui. Je le souhaite, monsieur l'observateur. La voix reprenait sa nuance officielle et neutre. Et je sentis que la fente où je collais mon œil allait se refermer. Un mot de vous tout à l'heure m'a étonné, si ce n'est pas méprise de votre part. En parlant de l'auteur de ce soi-disant coup d'État là-bas, vous avez dit quelqu'un ou quelque chose. Précisément, ce n'est pas une méprise. Il y a là encore une bizarrerie. Belzenza semblait buter inopinément sur un obstacle. Vous allez toucher là du doigt, monsieur l'observateur, à quel point tout démenti serait inopérant. On dirait que les bruits s'immunisent en naissant contre toute preuve matérielle. Le mot coup d'État est très inexact. D'après les bruits, rien là-bas ne s'est passé qu'on puisse voir. Rien n'a changé en apparence. C'est même à souligner que rien n'a changé dans les apparences, que les bruits gagnent quelque chose de plus troublant. L'idée, pour autant qu'on puisse y voir clair, serait plutôt qu'une espèce de pouvoir occulte, disons de société secrète, au but mal précisé, mais certainement exorbitant, inavouable, aurait réussi à subjuguer le pays, à en faire sa chose, à mettre la main sans que rien la dénonce sur tous les rouages du gouvernement. Là, on a vraiment la description de la théorie du complot, en fait. Excessivement romanesque. C'est la réaction de Aldo. Vous ne me ferez pas croire qu'on ajoute foi à de pareils contes. Cela paraît peu croyable, en effet. Je voudrais pourtant que vous me permettiez une remarque. J'ai parlé tout à l'heure de fièvre et de maladie. Les effets de la maladie sont bizarres. J'ai eu l'occasion, à Orsena, de mener des enquêtes sur des charlatans, des guérisseurs, et de la plus grossière espèce. Croyez-moi là-dessus. Il était rare qu'ils n'eussent pas dans leur clientèle quelques-uns des gens les plus remarquables, les plus éclairés de la ville. Je pourrais citer des noms. Je ne tenais pas à les savoir. De nouveau, il y avait dans la voix de Belzenza une insinuation qui m'était désagréable. Je ne vois pas autour de nous de malades bien graves. Belzenza jeta sur les groupes un coup d'œil rêveur, et je me souvins tout à coup de Marino. Moi non plus, et pourtant... Il se rapprocha de moi d'un geste nerveux. Voyez-vous, monsieur l'observateur, je connais bien cette ville. En un sens, c'est bien toujours la même. Je me frotte les yeux et je ne vois rien. Tout est dans l'ordre. Et pourtant, il y a quelque chose de changé. Il y a quelque chose. Et là, tout d'un coup, il se passe la même chose qu'au Fargestan, dans la ville de Maremma. De nouveau, les yeux flottèrent vagues. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'air désemparé de Belzenza et l'anxiété qui perçait dans son accent me troublaient. La visite à Sagra me revint tout à coup vivement à la mémoire. De toute façon, ceci vous regarde, mais je ne peux croire que ces bruits soient nés d'eux-mêmes. Et c'est la source qui m'intéresse.
vous avez dû vous demander naturellement si quelqu'un à Maremma n'était pas, d'une façon ou d'une autre, en relation avec le Farguestan. Le visage de Belzenza devint celui même de l'ahurissement, et je me sentis soudain pénétré de la vive conviction d'avoir fait une sottise. En relation ? C'est impossible. Mon humeur m'emportait. C'est interdit, ce qui n'est pas la même chose. Une expression singulière se formait sur le visage de Belzenza, celle d'un homme choqué et intimement scandalisé, et que la bienséance empêche pourtant de vous rappeler à l'ordre. Je me sentis soudain en face de lui comme un étranger, auquel, par la mimique d'une gêne muette, on essaye d'éviter un manquement aux convenances, à nouveau en italique, trop subtil à expliquer. C'est tout à fait impossible. Voyons. Tout à fait, c'était aussi en italique, évidemment, ce tout à fait est extrêmement important. Non, il ne peut pas y avoir de relation avec le Farguestan. C'est impensable. Impossible, donc. Belzenza toussa et me regarda dans les yeux avec un sourire figé. Vous le savez mieux que moi, monsieur l'observateur. Votre présence même, à l'amirauté, rendrait injurieuse toute recherche dans cette direction. Excusez-moi, dans ce cas, de ne plus très bien voir à quoi tendaient ces confidences. Le ton de Belzenza redevint léger et mondain, et je le sentis rompre de nouveau, cette fois définitivement. D'un bout à l'autre de cette conversation, tout en passe suspecte, il avait été pour moi la silhouette vexante qui, dans l'arène, transparaît puis disparaît, jusqu'à l'exaspération derrière un lambeau d'étoffe rouge. Oh, c'était une conversation, nullement une démarche. Encore une fois, il n'était pas question de service. Je pensais bien que l'amirauté dédaignait ces sottises. Maintenant, j'en suis sûr. C'est tout. L'excitation de la fête déclinait maintenant tout à fait. Cette conversation a acheté un froid, pourrait-on dire. Les propos de Belzenza avaient glissé sur moi. Ils me laissaient distrait plutôt qu'ébranlé, comme la gesticulation insignifiante d'un chasseur qui tire un coup de feu dans le lointain avant que la détonation nous parvienne. Les voix indistinctes s'en mêlaient, faisaient à mes oreilles le bruit même, indéfiniment repris et défait, de la marée. Je me sentais comme leur rivage hostile. J'étais au milieu de cette foule comme un intrus à qui l'on n'a pas donné le mot de passe et qui sent chaque visage tourné vers le sien une insupportable interrogation. La voix précautionneuse et sombrée de Belzenza, comme on baisse les lumières, avait brouillé pour moi l'éclat de la fête. Il était temps de rejoindre Vanessa. On l'avait presque oublié, Vanessa, dans cette conversation-là. Au sortir du brouhaha de foule et de l'éclairage violent, la galerie supérieure du palais semblait profondément endormie. Devant moi, un couloir dallé, tout empli de silence, se perdait dans la pénombre. Par les hautes fenêtres d'un bleu de nuit ouvertes sur la lagune, les maillons lunaires qui montaient de l'eau toute proche bougeaient sur les voûtes comme un faible murmure de clarté. Je m'accoudai un moment à l'une des croisées ouvertes. La nuit était aussi calme que si on y eût élevé une lampe. Devant moi, dans un lointain à peine visible, le mince liséré blanc des vagues qui déferlaient sur la barre marquait l'entrée de la passe des lagunes. La faible oscillation des reflets sur les murs, les traînées lumineuses qui se croisaient çà et là au ras de l'eau, le silence tendu dans le noir de cette passerelle endormie au-dessus
d'un profond et confus remue-ménage, me rappelait la nuit du redoutable, évoquait l'idée d'un appareillage, d'une croisière, tout feu éteint dans l'obscurité. Le palais veillait pour Maremma dans cette nuit assoupie. Très loin déjà sur la route, la voiture de Marino roulait comme un astre minuscule à travers cette nuit vide qui dilatait le regard. Là, on entre dans la fin de la nuit, on sent presque déjà arriver le matin. Pas encore, on en est encore peut-être loin, mais quand même. Les bruits s'étaient tus dans la ville et Belzenza regagnait son logis fiévreux. Je me rappelais en souriant avec quelle gêne équivoque il m'avait désigné le palais comme la source de ces rumeurs obscures. Je songeais à la promesse ironique que Vanessa m'avait faite à l'amirauté, et je poussai la porte de son appartement d'un doigt nerveux. L'appartement de Vanessa occupait dans toute sa largeur l'extrémité de l'aile du palais qui regardait vers la mer. C'était une immense pièce aux murs nus que les fenêtres ouvertes sur 3 côtés emplissaient tout entière du léger froissement d'eau de la lagune. Un seul angle de la pièce émergeait dans une lumière faible, mais je fus frappé dès l'entrée, malgré l'éclat oriental des tapis et la richesse des revêtements de marbre, d'une impression intime de délabrement. Dans cette salle taillée à la mesure d'une vie oubliée, l'existence revenue semblait se recroqueviller, flotter comme dans un vêtement trop large. Un étang de vide se creusait au milieu de la pièce, comme une cargaison qui se tasse au cou de roulis d'une coque géante. Les meubles dépaysés, trop rares, se réfugiaient peureusement contre les murs. Marino est parti de bonne heure ce soir. Est-ce qu'il avait affaire à l'amirauté ? Viens, assieds-toi, n'aie pas peur, ajouta Vanessa en riant de mon hésitation à traverser la pièce vide. Je m'assis en face d'elle, intimidé. Allongé sur un divan bas, la lampe voilée la laissait presque tout entière dans l'ombre. L'écho inattendu des murs me déroutait, démentait l'intimité précaire de cette lampe d'alcôve, de ces coussins tièdes et profonds. L'espace désœuvré de la chambre derrière moi me raidissait, pesait à mes épaules comme un théâtre vide. On retrouve cet adjectif vide qu'on avait déjà dans la nuit avant. Il y a quelque chose de vide, de plus ou plus vide. Non, sûrement pas. Les allées et venues du capitaine te préoccupent vraiment beaucoup. Vanessa paraissait nerveuse et contrariée. Tu n'as pas parlé, n'est-ce pas ? Je veux dire, de ta visite à Sagra. Non, bien sûr. Quelle idée folle. Et même, j'espère être payé de ma noblesse d'âme. Tout de même, à l'amirauté, tout à l'heure, tu as été d'une discrétion excessive. J'aurais pu m'en vexer. Vanessa demeurait sérieuse. Cela m'ennuierait beaucoup que Marino découvre ce bateau. C'est un grand secret. Vanessa haussa les épaules d'un air boudeur et préoccupé. C'est un enfantillage. Mais Marino ne le prendrait pas de cette façon. Il aurait peut-être à cela de bonnes raisons. Il me semble avoir vu moi-même ce bateau naviguer assez loin de Sagra, dans des conditions qui n'étaient guère réglementaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Vanessa me lança un coup d'œil moins alarmé que curieux. Et qu'en as-tu pensé ? J'en ai averti Marino. Nous avons patrouillé le lendemain soir, et c'est une chance pour toi. Je dois te le dire,
que nous n'ayons rien trouvé. Vanessa baissa les yeux. Il n'est pas défendu de se promener en mer. Ces règlements sont une absurdité pure. Maremma devient une plage fréquentée et l'amirauté pourrait fermer un peu les yeux. Il serait temps que Marino le comprenne. Tu pourrais essayer de le convaincre. Vanessa hésita une seconde, cherchant ses mots avec application. Évidemment, là, il y a la jalousie du narrateur qui s'est exprimée dans « tu pourrais essayer de le convaincre ». Le capitaine est un homme que j'estime, mais il n'est pas très intelligent. Il l'est sûrement assez pour être indulgent à ce genre de plaisir. C'est un marin. Peut-être qu'une démarche directe et surtout franche. Vanessa fronça légèrement le sourcil et me regarda d'un air sérieux. Je n'aime pas trop, Aldo, tes insinuations de mélodrame. Tu prends peut-être Maremma pour un repère de contrebandier. Non. Je la regardai à mon tour dans les yeux. Mais si tu veux le savoir, je la tiens pour un séjour de plaisance au moins très imprévu. Et je pense que Marino se demande comme moi ce que tu es venu au juste y faire. Il y eut un court moment de silence, et je sentis soudain, à une impression de délivrance anxieuse, tout le poids que j'avais mis dans mon interrogation. Vanessa abandonna son persiflage étudié et, tournant les yeux vers la fenêtre ouverte, me déroba son visage. Ce que je suis venu y faire? Mais rien, Aldo, je t'assure. Je n'en pouvais plus d'Orsena. Mais nous avions là cette vieille ruine. Je suis venu, je suis resté plus longtemps que je ne pensais. C'est tout. Il y avait dans sa voix l'accent d'une sincérité incrédule. Chaque mot épuisait la vérité, mais comme le récit du rêveur, celle de son rêve. Tu trouves tant de charme à ces sables? Je ne vois guère les sables. Je ne bouge guère d'ici. Vanessa se tourna vers moi. Sa voix blanche et sans timbre était comme le murmure passionné de cette pénombre. J'attends. Tu parles par énigme, Vanessa. Ne veux-tu pas me dire? Je me sentais bizarrement remué. Je sentais passer malgré moi dans mon accent la nuance de prévenance douce que prend la voix au chevet d'un malade. La voix de Vanessa, à son tour, s'appuya sur moi avec une confiance tendre. C'est difficile de se faire comprendre, Aldo. Quelque chose doit arriver, j'en suis sûr. Les choses ne peuvent plus durer ainsi. Je suis revenue à Orsena, tu le sais, j'avais été longtemps absente. J'ai vu les gens, les rues, les maisons, et j'ai reçu un choc. C'était comme quelqu'un qu'on revoit au bout de quelques années, et dont on s'aperçoit, aussi clair qu'il fait jour, qu'il a la mort sur le visage. Les gens autour rient, s'affairent, vont et viennent, comme si de rien n'était. Mais on voit et on sait, tout seul. On a peur. Quelquefois, on en prend son parti. Vanessa me défia des yeux. Je n'ai pas changé. Je hais Orsena, tu le sais. Sa complaisance, sa sagesse, son confort, son sommeil. Mais j'en vis aussi. Et j'ai eu peur. Là, il y a un sentiment nouveau qui apparaît, qui était latent, la peur. Vanessa devint songeuse. Voici longtemps que les miens sont dans cette ville. Elle a fait leurs griffes et leurs dents à sa chair. Pour la première fois, j'ai vu le bout,
et j'ai eu le vertige. J'ai songé au ver qui a fini de dévorer sa pomme. J'ai compris que la pomme ne durerait pas toujours. Et tu es venu y réfléchir à Maremma. Rien de plus. Je ne vois pas ce que je ne vois pas ce que tu veux dire. On ne médite pas seulement à Maremma, il paraît. On y parle. Il semble même qu'on y parle beaucoup. Balzenza cherchait à te rencontrer. Je l'ai remarqué. Je vois que tu ne perds pas de vue tes obligations professionnelles, lança Vanessa avec une moquerie dans le regard. Belzenza est très surpris qu'on accueille ici de pareils commérages. Et si c'est vrai, il a raison. Tu devrais y couper court. Le visage de Vanessa se ferma. Je n'ai pas le moyen de couper court à ces bruits, et je n'en ai pas l'envie. Prends garde, Vanessa. Belzenza a des soupçons. Un de ces jours, la seigneurie s'intéressera à ses enfantillages. Elle est méfiante, tu le sais. Le palais Aldobrandi n'est pas une auberge, et ce qui serait ailleurs commérage pourrait faire penser ici à quelque chose de plus sérieux. Tu comprends mal, Aldo. Tout le monde est complice dans cette affaire. Belzenza le premier qui la condamne, mais s'empresse de t'en parler. Mais enfin, Vanessa, qu'y a-t-il derrière cette histoire? Je n'en sais rien. Je ne cherche pas à le savoir. Ce qui m'intéresse n'est pas ce qu'il y a derrière, mais ce qu'il y a devant. Devant, où je connais mal la seigneurie, où il y a une rafle probable de quelques bavards. Les yeux mi-clos de Vanessa se détournèrent. Non, tu vas me comprendre. En été, il fait très chaud sur les sables de Maremma. Il y a des journées où l'air se fait si calme, si lourd, qu'il en devient irrespirable. On étouffe. Alors, au creux de l'après-midi, en plein calme ensoleillé, on voit se former brusquement sur les dunes de petites trombes minuscules. La poussière monte en gerbe, un tas d'herbes brusquement vole dans les airs, on ne sait pourquoi. À 10 mètres, on ne sent rien, pas un souffle. C'est aussi incongru, aussi inattendu qu'un éternuement. Derrière, il vient un orage. On peut rire de ce cyclone grotesque, mais c'est le tourbillon qui comprend le mieux. Il comprend, lui, parce qu'il tournoie, que l'air s'est raréfié insensiblement et qu'il y a un vide qui appelle à lui n'importe quoi. Les têtes légères et les cervelles creuses, pour commencer. Vanessa sourit ironiquement. Attends, je n'ai pas fini ma fable. Si les cailloux pensent, ils trouvent sûrement ridicule la poussière de danser ainsi en l'air quand il n'y a pas de vent. Je me mis à sourire, un peu piqué, d'un sourire de commande. Je trouve ton image séduisante. En as-tu fait profiter le capitaine? Tiens, à nouveau, la jalousie qui arrive. Marino prend cette affaire plus au sérieux que toi. Tu lui en parles. Tu te trompes, Aldo. C'est lui qui m'en parle. Je lui rapporte ce qu'on entend dire ici, c'est tout. Il ne s'en lasse pas. Il m'écouterait pendant des heures. Cela ne lui ressemble guère. Il revient pourtant. Tu reviendras aussi, Aldo. Vanessa se mit à manier distraitement la boucle de sa ceinture. Bien sûr, Vanessa. Je crois que je vais avoir besoin de tirer cette affaire au clair. Je souris et pris doucement dans la mienne une main qui ne s'anima pas.
Je ne pense pas que ce soit pour se renseigner que Marino vienne ici. À toi je peux parler, il vient chercher sa drogue, il en a besoin. Il y vient d'Orsena. On y vient d'Orsena, tu l'as vu. De quelle drogue veux-tu parler? La même. Aldo, que tu viens chercher. Dans cette casemate où il y a tant de cartes. Le capitaine ne sait pas pourquoi il revient à Maremma. Moi, je pourrais le lui dire. Il revient ici parce qu'il est écœurant de trop dormir, parce que dans un sommeil trop lourd, on se retourne sur son lit pour chercher une place moins molle et moins creuse, et qu'il a besoin pour vivre de s'aviser vaguement que les équipages d'Orsena ne sont pas voués de toute éternité au sarclage des pommes de terre. Il vient chercher un sens à sa mission, en fait. C'est bien de ça dont il s'agit. La voix de Vanessa se tut, et il se fit un silence. Je ressentais au cœur un pincement bizarre. Je revoyais les remparts de l'amirauté, l'appel de leur clan, ou l'appel que leur élan adressait au vide. Je souhaitais que ce fût maintenant cette voix qui écartait trop d'ombre. J'avais tout à coup peur de moi. Un faible et profond murmure entrait par les fenêtres, peuplait maintenant le silence revenu et faisait vivre sourdement autour de nous la chambre vide. À nouveau le vide. L'espace que je sentais se creuser derrière moi me pesait. Je me levai d'un geste nerveux et marchai vers l'une des hautes baies ouvertes. La lune s'était levée. Le dôme des vapeurs s'élevait au-dessus de la lagune. Sur le front de mer, les premières façades de Maremma, blanchâtres et serrées, sortaient vaguement de l'ombre. Voilà le matin, on a vraiment traversé la nuit blanche, ici. La musique s'était tue dans les salons, et une rumeur plus lointaine immobilisait ces façades de pierre. La flèche des sables fermait l'horizon d'une barre noire. Par la passe ouverte, les rouleaux de vagues, gonflés par la marée, déferlaient en paliers phosphorescents de neiges écumeuses, en degrés démesurés qui semblaient crouler théâtralement par saccades du cœur même de la nuit. La revoilà, cette nuit et ce cœur de la nuit, mais qui s'écroule. Un crissement solennel montait des sables, et comme la frange du tapis qui déborde d'un escalier de rêve, une nappe aveuglante venait se défroisser à mes pieds même sur les eaux mortes. Je sentis à mon épaule un léger contact, et avant même de retourner la tête, je sus que la main de Vanessa s'y était appuyée. Je demeurai immobile. Le bras qui me frôlait tremblait de fièvre. Et je compris que Vanessa avait peur. « Viens, dit-elle tout à coup d'une voix contractée. La nuit est froide. » Je me retournai vers la pièce noire. Le mur en face de moi semblait flotter dans la clarté diffuse de la lagune, et comme par une silhouette qui se détache sur un lointain indécis, mon attention fut aussitôt vivement attirée par un portrait auquel j'avais tourné le dos à mon entrée dans la chambre, et qui me donnait maintenant l'impression subite, par sa présence presque indiscrète et une sensation inattendue et gênante de proximité, d'être venu soudainement émerger à la faveur de ma distraction sur cette surface lunaire. Bien que le tableau restât très sombre et fût passé d'abord seulement en ombre vague sur le coin très oblique de l'œil, une sensation violente de « jamais vu ». Avant, on avait le déjà vu, je crois. Là, on a le jamais vu, en italique encore, qui me coula sur les épaules, fit que je rallumai les lumières de la même main brutale dont on démasque un espion derrière une tenture. Et je compris soudain
quelle gêne j'avais senti peser sur moi dès mon entrée dans la chambre et tout au long de mon entretien avec Vanessa. Il y avait eu un tiers entre nous. Comme le regard qu'aimante malgré lui par l'échappée d'une fenêtre à un lointain de mer ou de pic neigeux, deux yeux grands ouverts apparus sur le mur nu désancraient la pièce, renversaient sa perspective en prenant charge comme un capitaine à son bord. Je connaissais cette œuvre célèbre, un des portraits où Langone passait pour avoir mis cette touche de jubilation dans l'angoisse profonde à quoi se reconnaissait sa manière suprême, et que matérialise souvent dans les œuvres de la fin de sa vie le très léger strabisme du regard et la nuance imperceptible d'égarement dans le sourire qui font voir à certains son chef-d'œuvre dans le portrait, peint à 80 ans, du Podesta Orseolo. Je m'étais souvent arrêté malgré moi, comme saisi par un charme, devant l'ancienne copie qu'on possède à Orsena, la galerie du Conseil, et devant laquelle un rite séculaire exige qu'on se couvre en signe d'exécration pour la mémoire d'un traître dont Orsena porta longtemps le souvenir gravé dans sa chair. C'était le portrait de Piero Aldobrandi, transfuge d'Orsena, qui soutint contre ses forces le siège des forteresses fargiennes de Rage, dont le tableau précisément évoquait l'assaut le plus furieux. Mais cette fois, j'avais devant les yeux le tableau lui-même, aussi neuf, aussi scandaleusement dégainé que le vernis des muscles sous une peau qu'on arrache. L'œuvre ressemblait à la copie, comme un nu agréable ressemble à un écorché vif. Les dernières pentes boisées de Tengri, descendant jusqu'à la mer en ligne molle, formaient l'arrière-plan du tableau. La perspective cavalière et naïve, très plongeante, tronquait le sommet de la montagne, dont les lignes convergentes des croupes basses suggéraient cependant l'imminence et l'énormité vivante de la masse, comme si l'agrippement écrasant d'une patte géante se fût appesanti en plongeant du bord du cadre jusqu'à la mer. Au bord de l'océan, une sorte de double, on décrit quoi? Le tableau ou le lieu où l'on est? Ou peut-être est-ce une rêverie au fond de la nuit ici? L'ensoleillement, pourtant l'ensoleillement c'est évidemment pas la nuit, d'une après-midi étincelante, faisait reluire dans la chaleur l'amphithéâtre des maisons et des remparts de la ville, comme un mirage levé de la mer. Rage apparaissait surprise dans la torpeur amoureuse de la sieste, avec les allées et venues bâillantes de ses terrasses, la douce activité de somnambule des minuscules personnages qui cheminaient çà et là dans ses rues. Une riche fourrure de flammes aux volutes architecturales faisait un liseré à la ville assiégée. L'impression trouble que communiquait ce tableau de massacre tenait au caractère extraordinairement naturel et même reposant que la cruauté sereine de Langone avait su donner à sa peinture. Rage brûlait comme une fleur s'ouvre, sans déchirement et sans drame. Plutôt qu'un incendie, on eût dit le déferlement paisible, la voracité tranquille d'une végétation plus goulue, un buisson ardent cernant et couronnant la ville, la volute rebordée d'une rose autour du grouillement d'insectes de son cœur clos. La flotte d'Orsena était rangée en demi-cercle au large de la ville. Mais si un mur de fumée calme s'élevait en lourd panache de la mer, bien plus qu'au fracas déchirant de l'artillerie,
on songeait malgré soi à quelques cataclysmes pittoresques et visitables, au Tengri venant de nouveau faire grésiller ses laves dans la mer. Tout ce que la seule distance prise peut communiquer de cyniquement naturel au spectacle de la guerre refluait alors pour venir exalter le sourire inoubliable du visage qui jaillissait comme un point tendu de la toile et semblait venir crever le premier plan du tableau. Piero Aldobrandi, sans casque, portait la cuirasse noire, le bâton et l'écharpe rouge de commandement qui le liaient pour jamais à cette scène de carnage. Mais la silhouette, tournant le dos à cette scène, la diluait d'un geste dans le paysage, et le visage tendu par une vision secrète était l'emblème d'un surnaturel détachement. Les yeux mi-clos, à l'étrange regard intérieur, flottaient dans une extase lourde. Un vent de plus loin que la mer agitait ses boucles, rajeunissait tout le visage d'une chasteté sauvage. Le bras d'acier verni aux reflets sombres élevait d'un geste absorbé la main à la hauteur du visage. Entre les pointes des doigts de son gantelet de guerre à la dure carapace chitineuse aux cruelles et élégantes articulations d'insectes, dans un geste d'une grâce perverse et à demi amoureuse, comme pour en aspirer de ses narines battantes la goutte de parfum suprême, les oreilles closes au tonnerre des canons, il écrasait une fleur sanglante et lourde. Cet adjectif lourde revient comme un leitmotiv vraiment dans ce chapitre. La rose rouge emblématique d'Orsena. Ce tableau qui représente peut-être justement cette guerre qu'on attend, mais qui est ici du passé, mais peut-être qu'elle va revenir. La chambre s'envolait. Mes yeux se rivaient à ce visage, jailli du collet tranchant de la cuirasse, dans une phosphorescence d'hydres neuves et de têtes coupées, pareille à l'ostentation aveuglante d'un soleil noir. Sa lumière se levait sur un au-delà sans nom de vie lointaine, faisait en moi comme une aube sombre et promise. On arrive enfin à l'aube. C'est Piero Aldobrandi prononça comme pour elle-même Vanessa d'une voix haute. Tu ne savais pas qu'il était à Maremma. Elle ajouta d'une voix changée. Tu l'aimes, n'est-ce pas? C'est une chose merveilleuse. Ici, on se sent vivre sous un regard. Et la visite se termine, ce chapitre, ce long chapitre, cette traversée de la nuit. Là, ça fait bientôt 2 heures. Je crois que je suis en train de lire ceci. On a traversé la nuit, la visite, c'est qui? C'est Vanessa peut-être, mais c'est surtout le portrait quasiment devenu vivant de Piero Aldobrandi. Alors, on va s'arrêter là, avant une poussée de fièvre. C'est le titre du chapitre suivant du Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Au revoir.